Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la médiathèque du Creusot. Alors qu'il fait encore jour, alors qu'il fait encore chaud, vous nous rejoignez ici pour découvrir quelque chose de nouveau. Vous pensiez en effet, et vous aviez raison, que l'on peut naître daltonien et le subir comme un bâillon. Mais vous allez voir dans un instant qu'on peut le soigner en devenant non-voyant. Hein? Ouais, ah oui, mais j'avais pas pensé à ça, mais... Comme vous l'avez compris, à travers cette blague, vous êtes présents ici pour découvrir leur vie, celle qu'ils ne voient pas, mais qu'ils apprécient, celle qui les anime et qui vous terrifie. Nous allons commencer par vous projeter le portrait d'une personne qui vit dans le noir entre le Creusot et Lyon. Mais ne vous inquiétez pas si une voix résonne, vous n'hallucinez pas. Ce n'est que l'audio-description. Après ce film réalisé par La Baraque, vous pourrez poser vos questions à la personne aphrodisiaque. Non, Max, t'es sûr de ce mot-là? Ouais, t'inquiète. Ok. Donc la personne aphrodisiaque qui, avant d'être non-voyant, reste un garçon. Ensuite, vous apprécierez votre château préféré, que vous allez contempler mais aussi écouter, grâce au clip de Stitches avec Arona, que le groupe SDID composa. Enfin, nous allons terminer, si ce spectacle ne vous a pas achevé avant, par un concert avec Audrey Verret, accompagné de son aimant, collé à elle comme un gland. Non, Max, sérieux, tu les as trouvés terribles là. Enfin, t'avais pas quelque chose de plus, je sais pas, poétique. Bon, enfin, bref. Soyez donc les bienvenus pour un nouveau regard, pour découvrir l'altérité sous le prisme de l'art. Lorsque l'invisible devient audible, c'est ici que la vie devient paisible. Voice-over activé. 10h17. Message, maintenant, Audrey, coucou. On vient de recevoir le reportage de La Baraque sur toi. Il faut absolument que tu le regardes. Je l'ai déjà vu en avant-première et il est vraiment top. Vite, fonce. Bouton. Maxime descend les marches du hall de son immeuble, canne blanche à la main. Il ouvre une porte. Il ouvre une autre porte pour sortir dans la rue. Il s'engage sur le trottoir, suivi d'Audrey qui tient la caméra. Il balaye le sol de gauche à droite avec sa canne. Il percute une poubelle. Mais ouais, il y a jamais de poubelle là, ils sont sérieux. Il s'arrête devant un passage piéton. Il traverse. Il descend les escaliers du métro, station Montplaisir-Lumière. Il valide sa carte de transport. Il passe le portique pour aller sur le quai du métro. Ça va hein? Tu t'es pris une poubelle? Putain, je suis deg, hein. C'est la première fois que depuis que j'habite ici qu'il y a une poubelle, genre. Et c'est le jour où on filme. De nouveau dans la rue, Maxime passe un portail. Sur un panneau, il est écrit Lyon 1, site Rockefeller. Sur un fond noir, le titre du film apparaît sur la droite. En rouge, Maxime, en blanc, La vie augmentée.
Dans le coin d'une salle décorée de tableaux, Audrey se tient debout derrière un micro. Elle porte une longue robe d'un vert presque noir. Maxime est assis à sa droite et joue de la guitare. Il porte une chemise couleur lavande et un short blanc assorti à son bandana. Maxime est assis sur un canapé. Maxime Loquetec, j'ai 21 ans, bientôt 22. Je suis actuellement étudiant en kiné à Lyon. Je viens d'ici, de Marmagne. J'ai fait toutes mes études au Creusot. Et puis voilà, globalement, je fais de l'escrime, je fais un petit peu de musique, de plus en plus de musique d'ailleurs, et de moins en moins d'escrime. Mais voilà, et puis j'ai sorti un livre il n'y a pas longtemps qui retrace mon histoire, qui explique pourquoi je suis non-voyant aujourd'hui. Maxime attend le tramway sur le quai. Je sais pas si on est assez près. Si. D'accord. T'es prêt? Le temps est gris et nuageux. Le tramway est à quai, portes ouvertes. Les personnes sortent du tramway. Un homme bouscule Maxime. Maxime s'engouffre dans le tramway, aidé de sa canne blanche. La canne touche une femme qui se déplace. Audrey suit Maxime avec la caméra. Maxime sort du tramway. Il longe le quai. Bon, alors l'objectif aujourd'hui c'est d'apprendre le chemin pour aller à son terrain de stage. Il traverse les voies. Donc là, la mission de Maxime, c'est d'écouter s'il y a des trams, ni à gauche ni à droite, pour pouvoir traverser. Pour aller toucher le mur en Il face. touche le mur avec sa canne. Alors il commence à connaître un peu, on l'a fait plusieurs fois. Mais bon, comme on peut le voir, c'est pas très bien sonorisé les feux. En l'occurrence, il n'y a pas de feu pour traverser le tram, donc il est obligé d'écouter si un tram arrive. Il traverse la rue. Voilà. Donc là, il entend. Il longe le trottoir par la droite. Il va chercher le mur. Et il continue. Donc là, tout ce trajet, on l'a travaillé avant. Alors là, c'est un passage, il y a un peu de Il mal. se dirige vers un passage piéton. Il cherche la bonne direction. Ok. Toi, t'as toujours tendance à vouloir chercher ce passage piéton. Cette bande autotaxi. En l'occurrence, Il y a il une faut... place de parking là. Oh non, les trucs de vélo. En l'occurrence, c'est pas ça qu'il faut faire. On va retourner près de la bouche à incendie. On va se repérer avec la bouche à Ils incendie. font demi-tour pour refaire le chemin. Voilà. Tu te mets dans le sens. Voilà. Tu suis le mur. Là, tout droit. Suis le mur. T'as pas suivi le mur. Et là, à partir du mur, tu suis tout droit. Bon, là, t'as une trottinette. mais Il contourne la trottinette électrique. jusqu'à trouver soit un trottoir, soit la terrasse de la boulangerie. Il trouve le bord du Voilà. trottoir. Une fois qu'on est là, on vérifie, on peut vérifier s'il y a le trottoir en face de la boulangerie pour être sûr. Et on y va. On essaiera de se trouver un endroit calme donc je joue de la Dario. Audrey et Maxime s'arrêtent sur le trottoir sous des arcades. Quoi? Bah, tu peux mettre Lazario. Maxime sort son téléphone. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il met une application qui s'appelle Lazario, qui lui permet, voilà, donc le téléphone charge, qui lui permet d'avoir un GPS parlant qui lui dit devant quoi il va passer. Il cherche l'application sur son téléphone. Tu peux nous expliquer un peu comment ça marche? Je vais dans mes favoris. Dans les favoris, j'ai enregistré le lieu mon lieu de stage. 63 rue Marie-Bastier. Je vais commencer à suivre ce lieu. Et là, il va me le montrer.
station de métro à 23 mètres derrière moi. Et là, il me dit ce que j'ai autour de moi. Et il va me dire Station de tramway, champ, Marie-Bastier, 69 mètres à votre gauche. l'adresse que vous avez cherchée dans la l'environ, c'est 370 mètres, un peu comme ça. Allez, bon, on y va. De retour dans la salle décorée de tableaux, Audrey debout derrière le micro. Elle se touche le cou, tapote en rythme sur sa cuisse avec les doigts. Maxime est toujours assis à sa droite et joue de la guitare. Interview dans le salon. Au tout début, ça a commencé quand j'étais à l'hôpital. J'étais pas très proche, mais j'avais beaucoup de relations avec une musicothérapeute qui venait me voir toutes les semaines à l'hôpital pour me faire des séances de musicothérapie. Et avec elle, on avait pour projet au début d'écrire une chanson, parce que vu que je suis très sensible à la musique, que je suis musicien et tout, l'idée ce serait de faire une chanson qui raconte ça. Et au fur et à mesure du temps, l'idée de chanson est un peu tombée à l'eau et elle m'a susurré l'idée d'écrire un livre, pourquoi pas. Donc au début, je dis ouais, un livre, j'ai pas beaucoup lu de livres dans ma vie, donc je me vois pas écrire un livre. Et puis finalement, je suis sorti de l'hôpital, j'ai eu ma rééducation, etc. Puis l'idée a germé un peu dans ma tête. Et du coup, je suis rentré en contact avec elle et je lui ai dit ouais, vous m'aviez parlé d'écrire un livre, ça pourrait peut-être m'intéresser finalement, ça pourrait être cool. Et du coup, j'ai pris contact avec la biographe qui m'a aidé à écrire une première version du livre. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc j'ai écrit une première version du livre qui n'a pas été commercialisée, mais que j'ai distribué un petit peu autour de moi. Et j'ai eu des retours exceptionnels. Les gens m'ont dit oh, c'est trop bien, j'ai adoré ton livre, où est-ce qu'on peut le trouver? Il y avait même un article sur le journal de Saône-et-Loire qui disait Maxime a sorti un livre, machin, mais il n'est pas disponible. Et du coup, j'avais plein de retours de gens qui me disaient ah, c'est dommage qu'il soit pas disponible, je voudrais trop lire, etc. Mais moi, je le trouvais pas assez mature pour pouvoir l'éditer. Et du coup, je m'étais dit, bah non, tant pis, je garde pour les amis et la famille. Maxime marche dans la rue en direction de son lieu de stage, son téléphone à la main. Il contourne une bouche d'incendie. C'est bien elle. Tu me dis quand même c'est des trucs dangereux. Oui. C'est pas comme tout à l'heure avec la poubelle. Non mais c'était pas dangereux. Et là, on va dire qu'on est content qu'on arrive parce que il commence à Boucher. pleuvoir. Boucher, on dit. C'est toujours pas là. T'as reconnu? Ouais, on arrive bientôt là. Je suis arrivé. Selon le GPS. Alors qu'il lui reste quand même un petit peu de chemin. Donc le GPS n'est pas tout à fait fiable à 100%, mais il aide bien quand même. Il range son téléphone dans sa poche de blouson. Il s'apprête à tourner à gauche et à contourner les boîtes aux lettres installées à hauteur de tête dans l'angle de la rue. On se rappelle à quoi on va faire attention. Les boîtes aux lettres. Ça, mortel pour les dévier. Ils ont tendance à faire la tourne en serré pour suivre les murs. S'ils prennent la boîte aux lettres, ils s'arrachent la tête. Donc on met la capuche. On est arrivé, non? Interview dans le salon. Et puis un an est passé, puis je me suis dit, ah ça serait quand même cool si je pouvais l'éditer, etc. Donc je me suis remis dedans, j'ai réécrit, enfin j'ai étoffé les parties qui existaient déjà, j'ai un peu romancé tout ça pour que ce soit plus joli à lire, et puis depuis le temps, j'ai eu le temps de lire quelques livres aussi, donc j'ai eu le temps de me rendre compte de quoi ça ressemblait à un roman, quoi. Et du coup, je me suis remis à l'écriture, j'ai continué d'écrire, et voilà, du coup j'ai fait une version finale que j'ai envoyée à une maison d'édition, à plusieurs maisons d'édition d'ailleurs, et il y en a plusieurs qui ont été charmées, et du coup, bah, je l'ai fait éditer, je l'ai vendu, et là du coup l'idée derrière tout ça c'était de pouvoir donner
de l'argent à des associations et des assos qui m'ont beaucoup suivi pendant mon parcours hospitalier. Donc la première, c'est Coup de pouce, qui aide les enfants atteints de cancer en Bourgogne et qui était omniprésente dans mon parcours de soins parce qu'ils proposaient de la zoothérapie pendant que j'étais à l'hôpital. Moi, j'ai pas pu en profiter parce que j'étais en isolement, donc j'ai pas pu en profiter, mais je voyais plein d'enfants en profiter, je trouvais ça génial, donc je me suis dit, ah, ça c'est trop bien. Et puis dans ma chambre aussi, j'avais là une télé grâce à eux, j'avais un ordinateur grâce à eux, etc. Donc, je me suis dit, il faut absolument aider cet asso qui fait des trucs géniaux, puis il réalise des rêves d'enfants malades, etc. Donc ça c'est trop bien. Donc ça c'est la première asso que j'ai souhaité aider. Puis la deuxième, c'est Traces de vie, dont la biographe fait partie, Christelle Cuinet, qui m'a aidé à écrire la première version du livre. Et du coup je me suis dit que c'était indispensable aussi de les aider eux. Et eux, ils accompagnent des gens en fin de vie plutôt, et en soins palliatifs et atteints de maladies graves. Une photo apparaît. Maxime et Christelle, sa biographe, sont assis en terrasse. À gauche, la femme a la tête posée sur sa main. À droite, Maxime porte des lunettes de soleil. Tous deux sourient. La couverture du livre écrit par Maxime apparaît maintenant. On peut lire le titre Jamais 309, le sous-titre écrit en latin, ainsi que le nom de Max Lokietek. La couverture du livre est séparée en deux espaces. Le ciel prend la moitié supérieure de l'image et est coloré d'un dégradé qui part d'un bleu clair en haut et s'éclaircit jusqu'au blanc au centre de l'image. La moitié inférieure de la couverture est prise par la terre teintée en rose. La ligne d'horizon laisse deviner une pente qui monte en diagonale vers la droite. Au centre de l'image, à la frontière entre ciel et terre, se dessine un arbre noir sur lequel est suspendue une balançoire. Interview dans le salon. Au début, c'était j'ai fait ma première version avec la biographe, avec Christelle, on s'était fixé un rendez-vous, je crois que c'était tous les mercredis à 13h, si ma mémoire est bonne. Donc je rentrais du lycée à midi, moi je mangeais en vitesse, et puis ma mère avait tenu un journal de bord un peu de ce qui se passait à l'hôpital tous les jours. Donc pendant qu'on mangeait, on regardait le journal de bord avec ma mère, et puis je dis, ah, il faut que je raconte ça. C'était une fois par semaine, et j'ai dû mettre quelques mois, je ne me rappelle plus exactement combien de temps, à écrire la première version. Et pour reprendre la deuxième version, c'était pendant les vacances d'été. Je me levais le matin vers 8h, 8h30, et puis j'allais me poser au soleil quand il faisait pas encore trop chaud, et puis je prenais mon ordi, puis j'écrivais, puis c'était tous les matins pendant tout le mois de juillet, et ça m'occupait, ça me permettait de prendre le soleil, et puis donc c'était cool. Maxime discute avec son père Denis dans un gymnase. Ils sont tous les deux équipés d'une tenue d'escrime. Son père porte des lunettes occultantes relevées sur son front. Quand j'étais à l'hôpital, il y a toujours eu un parent qui était avec moi. Sur les 9 mois et demi d'hospitalisation, j'ai été seul une nuit. Donc j'ai toujours eu mes parents qui étaient à côté de moi. Je suis sorti de l'hôpital, j'ai retrouvé toute ma famille qui était toujours à côté de moi aussi, à me pousser, à me faire vivre comme je vivais avant. Ensuite je suis retourné au lycée, je me suis fait plein de nouveaux potes au lycée. Je suis arrivé dans de nouvelles études à Lyon, je me suis fait encore plein de nouveaux potes. J'ai toujours un entourage proche de moi, puis qui me tire vers le haut, à me pousser, à me faire des nouvelles choses, à me voir la vie du bon côté, etc. Donc voilà, je pense surtout que c'est mon entourage qui fait que je me dis, bon, on vit, puis on verra ce qui se passe, quoi, tout simplement. Une photo apparaît. Maxime pose avec son père dans un jardin. Ils tiennent à deux un tandem derrière lequel ils sont debout. Les deux hommes sourient. Sur une autre photo, on les voit assis à table. À droite, Denis regarde vers la gauche et à gauche, Maxime a les yeux tournés vers le bas. Ses doigts dessinent sur la table. C'est possible que depuis que je suis tombé malade, j'ai une autre vision de la vie, à me dire bon bah maintenant il faut profiter, faut faire tout ce que j'aime faire parce que peut-être que ça va arriver de nouveau et que j'aurai cette fois pas la chance de m'en sortir. Donc je me dis bah autant profiter, puis j'adore la musique donc je me lance à fond dans la musique. Maxime est dans sa chambre, assis à son studio d'enregistrement. À sa droite, une jeune femme est devant le micro, le casque sur les oreilles. Et donne tout quoi, chante. Audrey tient la caméra. C'est maintenant Audrey qui est installée devant le micro. Elle écoute l'enregistrement en regardant son téléphone. Maxime modifie des paramètres sur son logiciel de mixage. Et là, vous en même temps, mais harmonisé, genre. Toi en... Voilà. Et la chanteuse, ça va? Ouais, elle commence à stresser un peu, mais tout va bien. Maxime et Audrey se préparent pour leur concert. Il n'y a pas de raison, il y a du monde. Ouais, il y a du monde. C'est vrai? Oui, oui. Ça c'est bien.
Oui. Ouais, je dirais une bonne trentaine, facile. Hein. Dans un jardin, les spectateurs sont attablés et discutent. Certains sont debout devant la porte de la maison. La baraque est un petit lieu de mise en valeur des pratiques amateurs. Ceux qui veulent entrer, vous pouvez rentrer soit debout, soit avec votre chaise pour vous installer pour voir Maxime et Audrey du groupe SDID. Nous, on les a vus ce matin. Non, mais ils sont vraiment top. C'est vraiment très très beau. Je suis sûre que vous aurez les larmes aux yeux. Le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la nuit, un flamme, un brin de miel, et je danse, 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 danse. Et dans le bruit, je cours et j'ai colère. Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vol, 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 vol. Dans cette nuit, tes propos, l'été qui s'achève, tu partiras à 100 lieues de moi. Quand c'est Verano, si acaba, pero necesito sentir. J'adore le sport, donc je me lance à fond dans l'escrime, le surf. Dans un gymnase, Maxime se tient de dos en tenue d'escrime. Il s'apprête à tirer à l'épée contre un adversaire. Avec son épée, il tapote une table au centre de la piste, puis recule pour toucher le point de repère où il doit commencer. Les adversaires se mettent en garde. Le match commence. Maxime enchaîne les matchs. Un tableau des scores affiche 4 points partout. Photo de Maxime. Il est assis par terre dans le gymnase en tenue d'escrime. À sa droite, une femme accroupie nous tourne le dos. Dans une salle d'entraînement, Maxime et son père discutent. À gauche, Denis compare deux épées. Une épée à la main, Maxime mime les gestes qu'il fait quand il tire. Je peux pas faire de vent, je peux pas faire trop de mouvements et tout. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je joue tout sur la pointe. Je fais juste des tout petits. J'évite le bras. On les prépare pas ensemble parce que moi je tire, je m'entraîne à Bron, à côté de Lyon. Et toi tu t'entraînes ici. Et du coup on tire très rarement ensemble. De temps en temps pendant les stages, quand il met la tenue parce qu'on a besoin de tireurs, ou pendant les compétitions comme c'était le cas il y a 2 semaines là. Dans ce cas-là, on se croise, mais sinon c'est le seul moment. D'autant que sur les compétitions, moi je suis convoqué entre guillemets pour arbitrer et pas pour tirer. Mais après, il y a eu une période un peu particulière parce que après les premières angoisses du masque sur les yeux pour tirer sans voir, ben, j'ai pris goût petit à petit. Et là maintenant, j'ai participé à la dernière compète en étant ensemble. Et là, c'est devenu agréable maintenant. Voilà. L'angoisse a disparu et c'est aussi plaisant que de tirer en catégorie valide. Et moi, je le remarque aussi à l'entraînement parce qu'au tout début, quand je suis arrivé à Bron, j'étais un petit peu, j'étais le petit nouveau, donc du coup, très peu de monde osait tirer contre moi. Puis tirer à l'aveugle aussi, c'est hyper impressionnant. Et puis plus ça va, là, ça fait ma 3e année que je suis là-bas. Et maintenant, ma 3e année, tout le monde « Ah, Max, tu tires, Max, tu tires, Max, tu tires !» Et je suis tout le temps en train de faire des matchs parce que les gens se sont rendus compte qu'en fait, tirer à l'aveugle, c'est rigolo, quoi. C'est un challenge en plus. Et du coup, voilà, c'est cool.
J'ai commencé, si ma mémoire est bonne, quand j'avais 7 ans, je crois bien. Ouais, c'était pendant ma primaire. J'avais fait du judo avant, j'ai commencé le judo à 4 ans. Et j'avais commencé l'escrime à 7 ans suite à... C'était un pote à ma sœur qui était un petit peu mon modèle dans la vie, mon modèle masculin quand j'étais petit. Et lui il faisait de l'escrime. Et du coup je me suis dit, oh, mais il fait de l'escrime, il faut absolument que je fasse de l'escrime. Et finalement j'ai commencé. Lui a arrêté entre temps. Et puis moi j'ai continué parce que j'ai adoré. Et là ça fait... vu que j'ai fait la pause avec l'hôpital, ça va faire 14 ans que je fais de l'escrime. 13 ou... Ouais, 14 ans, ouais. Donc ça commence à faire un bout de temps. Maxime prend une leçon avec son maître d'armes. Il répète des mouvements d'attaque. Recommence. Encore. Voilà, on commence à mettre ta main trop devant. T'es droitier-gaucher, donc tu mets ta main sur l'extérieur. Voilà. À l'époque, j'étais pas mauvais, mais j'étais pas bon non plus. J'étais le meilleur que j'étais, c'était quand j'étais en minime. Donc je devais avoir 14-15 ans. Et mon meilleur corps, ça a été 52e français sur 350, un truc comme ça. Donc j'étais pas exceptionnel, mais j'étais pas non plus trop mauvais. Les compétitions nationales, je faisais des circuits nationaux. Je me suis jamais qualifié au championnat de France parce que j'étais pas assez bon, mais on avait fait les championnats de France par équipe, donc voilà, ça donne à peu près une idée. Donc je vais dire un truc super cucu, mais je pense que c'est l'amour du sport, de ce sport que j'ai fait pendant des années. Puis vu que c'est un sport qui est assez technique, je commençais vraiment à beaucoup m'amuser. Ça fait au bout de 5-6 ans de pratique où j'ai commencé vraiment à m'amuser parce que vu que c'est très technique, pour commencer à apprendre toutes les techniques, etc., j'ai mis du temps à m'y faire. Et puis au fur et à mesure du temps, ça faisait partie de ma vie parce que j'étais en classe horaire aménagée quand j'étais au collège. Donc c'est-à-dire que j'avais un horaire où je finissais plutôt les vendredis pour venir m'entraîner. Et puis au lycée, je partais souvent plutôt les vendredis aussi de cours pour partir en compétition. J'avais tous mes potes ici, on avait un groupe de 4 potes, on faisait les compétitions ensemble et on a vécu des trucs de fou ensemble, etc. Et je me suis dit, il faut absolument que je recommence, quoi. Quand j'ai su que c'était possible, parce qu'au début je ne le savais pas, et quand j'ai découvert, c'est Thierry qui m'a dit il y a à Bouillargues, ils font ça pour les déficients visuels, etc. Tu devrais aller voir pour voir ce que ça fait. J'étais un peu réticent, je me dis pourquoi pas, et on y allait avec Thierry un jour pour faire un test. Et j'ai testé, et je me suis dit mais en fait c'est exactement la même sensation qu'avant. C'est un peu plus stressant parce qu'on n'arrive pas, on anticipe moins. Du coup c'est plus difficile d'anticiper, donc c'est un peu plus stressant parce qu'on se sent plus menacé tout le temps. Mais les sensations sont les mêmes, j'ai retrouvé le même plaisir que j'avais quand je tirais, quand je voyais, etc. Donc je me suis dit c'est trop bien, il faut que je continue. Et voilà, donc l'amour de l'escrime avant tout, je pense. Ouais. Thierry Saunier, maître d'armes du club depuis 1986. Voilà, donc ça fait 35 ans que je suis au club, donc j'ai passé quelques escrimeurs dans la salle, voilà, entre autres Maxime que j'ai connu en tant que... Il a dû commencer en tant que poussin, je crois. Voilà, donc poussin c'est quand on a entre 7 et 8 ans. Donc je l'ai toujours connu en tant qu'escrimeur. Voilà. Je pense que quand il m'a dit je vais reprendre l'escrime, il a dû être surpris par ma réponse. Je lui ai dit il n'y a pas de souci, l'escrime pour non-voyants ça existe. Voilà, et je crois que là il a dû dire ouf. Voilà, alors parce que j'avais un ami du côté de Nice qui a lancé l'escrime déficient visuel. Donc je l'ai contacté pour savoir, alors, il avait un peu quitté le milieu des déficients visuels, mais il m'a donné à peu près les protocoles, voilà. Donc je lui ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux continuer à faire de l'escrime. Après, il a connu le club de Bouillargues, je ne sais pas par quel hasard il a connu le club de Bouillargues, qui eux ne font essentiellement que de l'escrime pour déficients visuels, donc ça s'est fait naturellement, voilà. J'insiste plus sur les actions faire, oui, que sur les autres tireurs visuels, voilà. Mais les tireurs visuels font aussi des actions faire. Hein, comme j'ai expliqué avec Maxime, quand j'ai dit l'année dernière, on va travailler la touche au pied, mais c'est pas possible. Si, la touche au pied, on ne doit pas regarder le pied quand on touche, on doit le sentir, le tireur doit le percevoir sans le voir. Donc que tu vois pas, tu dois viser le pied sans le regarder. Donc il suffit de viser la main. Une fois que j'ai trouvé la main, je sais où est le pied de l'adversaire. Dans les 95%, la main et le pied sont au même niveau. Donc voilà. Donc, et quand je lui ai dit ça, il m'a pris pour un fou, il a pas osé me le dire. Et puis quand il a vu que ça marchait,
Il s'est dit tiens pourquoi pas, et quand il l'a mis en compétition, il a dit tiens ça marche. Voilà, c'était un des premiers à le faire, la touche au pied. Bon. Et donc depuis, ça va bientôt faire 10 ans, j'accueille tous les ans pour un cycle d'escrime des personnes handicapées du foyer des Églantines du Breuil. Voilà. Encore cet après-midi, ils étaient 8. Et dans ce groupe-là, il y en a 2 qui sont inscrits au club, donc Damien et puis Nicolas, qui viennent s'entraîner le soir. Au début, ils s'entraînaient entre eux, et maintenant, de plus en plus, je les intègre avec les adultes pour qu'ils voient tirer avec l'autre. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà, ils sont déficients, mais pas visuels, mais ils ont un léger handicap et ils font de l'escrime. Déficient visuel, c'est la première fois qu'il y a une compétition au Creusot. On l'a monté parce que, bon, pour Max et puis pour Denis, moi je trouve d'intégrer une compétition de personnes handicapées dans des compétitions avec, entre guillemets, valides, c'est quand même enrichissant pour tout le monde. Voilà, ça fait de l'intégration. Et on ne sectorise pas les pratiquants, je pense que c'est la plus mauvaise des choses. Voilà. C'est pour ça que je vous disais qu'on intégrait les gens du foyer au club, ça fait partie des choses comme ça. Et je pense qu'on le fera de plus en plus souvent. Voilà. Le sport santé est une pratique que j'ai quand même dans mon emploi du temps assez importante. La chose à laquelle je me suis le plus rendu compte quand j'ai perdu la vue, quand j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, c'est vraiment qu'il faut profiter, quoi. Profiter de chaque moment. On nous propose un truc à tester, tester. Moi le surf, on m'a dit tiens essaye le surf. Si j'y arrivais pas, mais autant tester, quoi. Donc je me suis dit maintenant je me rends compte que toutes les expériences sont bonnes à prendre. Et qu'on me dise Maxime, essaye de jouer du saxophone par exemple. Ok, j'essaye, je vois ce que ça donne. Essaye le surf, ce que j'ai fait, j'ai essayé le surf, j'ai vu ce que ça fait. Donc. Sur une photo, Maxime est en combinaison intégrale, debout en train de surfer sur une vague. Sur une autre photo, il se tient sur la 3e marche d'un podium. Devant le podium est écrit Ville de surf. Il applaudit pendant que les 2 autres hommes sur le podium se tiennent par les épaules. De prendre tout ce qu'on nous donne, et puis on sortira forcément enrichi de toutes les expériences qu'on a. Que ce soit des trucs qui nous paraissent un petit peu, pas débiles, mais des trucs qui nous paraissent infimes, juste, ça peut tout changer. J'ai rencontré plein de personnes juste parce qu'on m'a dit « Ah, ça te dirait tester ça ?» Je dis « Ouais, ok, je teste. » Et puis finalement, j'ai rencontré plein de gens formidables avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, que je retrouve dès que je retourne les voir, etc. Donc, juste de tester et sans rien attendre en retour, pas forcément, ça permet de vivre plein de choses, de rencontrer plein de monde, etc. Maxime fait du ski nautique. Il fait du patin à glace avec Audrey. Audrey tient la caméra. Elle appelle Maxime qui patine vers elle sur la glace. Denis à l'assurage, son premier assurage, et Max à la grimpe. Maxime, Audrey et Denis sont dans une salle d'escalade. Maxime commence à grimper le mur. Il tâtonne avec ses mains pour trouver les prises. Il est en haut du mur. La caméra montre le point de vue de Maxime qui grimpe. On voit la corde et les prises de très près. En montant, il évite une grosse prise noire qu'il a sentie au dernier moment avec sa main. Wow. Je croyais le prendre dans la tronche. Et Max, là, il descend. Ah mais on sent le poids du bonhomme quand même. Ah oui. D'en bas, on voit Maxime redescendre lentement en rappel, assuré par Denis. 4B, 5B. Audrey s'apprête à grimper le mur, assurée par Maxime. J'adore ce que je fais en kiné, donc du coup je m'investis beaucoup dans la kiné. Et du coup voilà, je pense qu'avant j'étais plus adolescent, on va dire, donc quand on est ado on a peut-être moins de projets à concrétiser. Et du coup c'est peut-être pour ça que je faisais moins de choses. Mais maintenant, premièrement que je suis adulte, j'ai peut-être un peu mûri. Et puis le fait de me dire on vit qu'une fois, donc autant faire à fond ce qu'on kiffe. Du coup c'est peut-être ça qui fait que tout ce que je fais, je le fais à fond et que j'adore ce que je fais, quoi. Mais d'après les retours que j'en ai, que mes parents me disent « Ah, il y a ça, il y a lui et elle qui a acheté ton livre »,
ah ok, je pensais pas. Puis quand je vois des retours sur Facebook de gens qui me disent j'ai acheté ton livre, il est super et tout. Puis les stocks à plein ciel au Creusot qui descendent à vue d'œil et qu'en plus de plein ciel Creusot, c'est disponible sur tous les sites internet, je me dis que oui, j'en ai sûrement vendu beaucoup plus que ce que j'espérais. Donc c'est cool, j'espère que ça va continuer comme ça. Mon prof de maths du lycée, quand j'étais au lycée, quand je suis sorti de l'hôpital, donc c'était pendant ce qui aurait dû être mon année de terminale, donc c'était en 2017. Je suis sorti de l'hôpital en avril et vers mai-juin, si ma mémoire est bonne, il y a mon prof de maths qui est un ami à mes parents, qui a dit à mon père j'ai mon prof de surf là à Hendaye, il fait surfer des personnes en situation de handicap, il fait surfer des non-voyants, et si tu devrais proposer à Max, il est intéressé, etc. Donc mon père me raconte ça, moi je me dis non, je vais pas surfer, je suis non-voyant, c'est bizarre quoi de penser que c'est possible. Et du coup je lui ai dit tout de suite non, et puis après j'y ai réfléchi, puis je me suis dit en soi, si je monte sur une planche, si je suis mauvais, j'ai l'excuse de me dire bon bah je suis non-voyant, donc en soi si je suis mauvais c'est pas bien grave quoi. Et du coup je suis parti de ce postulat là, de me dire si j'y arrive pas j'ai une excuse. Et du coup voilà, on a essayé. J'étais en vacances à Lacanau et on est descendu une journée à Hendaye avec mon père, mon oncle et mon cousin. Et du coup avec mon cousin qui a mon âge, on a essayé le surf en même temps sur une même session. Et j'ai vraiment adoré la sensation de glisse, le fait de se dire que certes on tombe, mais quand on tombe dans l'eau. Parce que je me suis dit ouais le skate ça peut être intéressant, mais le skate si on tombe sur le goudron donc ça fait mal. Alors que là, on tombe dans l'eau, ça fait pas mal du tout. Puis j'adore l'eau en plus, depuis que je suis tout petit, j'adore l'eau, donc je me dis que ce serait le compromis idéal. Et depuis 2017, j'en fais tous les ans, depuis 2017, une voire 2 semaines par an. Donc voilà, j'étais au championnat de France en octobre là. J'ai pas fait une performance exceptionnelle, mais j'y étais avec des nouveaux potes que je me suis fait grâce à la pratique du surf. Et c'est trop bien, j'aime trop l'ambiance du surf, j'aime trop les sensations du surf, les gens qui surfent, c'est trop bien. J'ai découvert vraiment une nouvelle passion, mais une nouvelle activité que j'adore. Et ça me titillait depuis que j'ai découvert le surf, je me dis, bah maintenant que je sais faire le surf, enfin que je sais faire du surf, que j'ai découvert le surf, est-ce que je me remettrais pas au ski de fond, parce que je faisais tous les ans à peu près, on partait avec mes parents skier et faire du ski de fond. Et je me dis, bah, pourquoi pas réessayer le ski de fond, quoi. Et du coup, j'ai essayé le ski de fond, j'ai adoré, puis on va y retourner la semaine prochaine, là. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le surf, je pense que j'aurais sûrement mis beaucoup plus de temps à me dire, ok, ça je peux le faire, ok, ça je peux le faire, ok, ça je vais essayer, peut-être si j'y arrive pas, au pire, c'est pas grave. Et je pense que ouais, ça m'a décoincé, je pense, débloqué, ouais. À la montagne, Maxime fait du ski de fond. Il est guidé par un homme qui porte un gilet orange de guide et un haut-parleur dans le dos. Et en fait, à la base, je voulais être ingénieur en mécanique, donc automobile ou aérospatiale, je savais pas encore trop. Et du coup, la maladie m'a fait que, ok, je deviens non-voyant, donc toute la conception mécanique, ce qui m'intéressait vraiment beaucoup avant, bah là, c'est plus du tout possible. Donc j'ai dû me réorienter. Et on a vu qu'il existait des écoles de kiné pour déficients visuels. Et moi, la kiné, c'était la profession de santé qui me dérangeait le moins, quoi. Et autour de moi, j'ai beaucoup de kinés, donc je me dis, ouais, ça pourrait être intéressant. Puis en plus, pendant mon parcours hospitalier, et j'ai rencontré pas mal de kinés parce que j'avais des séances de kiné plusieurs fois par semaine quand j'étais à l'hôpital, et tous les jours quand je suis revenu pour ma rééducation. Et je me suis dit, c'est quand même un beau métier, quoi. C'est grâce à des kinés que je suis passé de la position allongée, complètement amorphe, à pouvoir remarcher dans les couloirs du service. Et c'était tellement puissant comme moment de me dire, ok, c'est bon, je peux remarcher. Ça fait plusieurs mois que je suis allongé, que je me suis pas redressé, et que là, je vais pouvoir marcher. Je me suis dit, c'est magique comme métier, quoi. Et du coup, j'y suis allé, j'ai commencé les études, je me suis dit, je pense que ça va me plaire. Et finalement, ça me plaît pas, ça me passionne, quoi. J'ai découvert un versant de la kiné que j'adore. Et là, je suis vraiment à fond dedans parce que j'adore ce que je fais et j'ai hâte d'être diplômé pour pouvoir commencer à travailler. Et je suis vraiment trop content. Ouais.
À nouveau dans le salon décoré de tableaux, Maxime et Audrey jouent leur concert. Mais ça sortait quand même, mais je sais pas trop. Audrey regarde Maxime qui est concentré sur sa guitare. Un film de la Baraque TV. À la caméra, Bob Saunier, Roger Gaborio, Pascal Josserand, Anne Mallet. Montage, Anne Mallet. Musique, Zdid. Voix off et audio description, Justine Leroy et Axel Zorzi. Avec la participation de Audrey Verret, Thierry Saulnier, Léa Manegli, Denis Lokietek. Remerciements. Merci à Audrey, Corinne, Denis. Merci aussi à toutes les structures qui ont accepté que des images soient tournées en leur sein. Le Club d'escrime L'Espérance Le Creusot, la Halle des Sports Creusotines, etc. Merci aussi beaucoup à Thierry Saulnier pour son témoignage et son accueil. Enfin, nos immenses remerciements aux personnes ayant participé de près ou de loin à la réalisation de ce film. J'ai donc l'impression que ça vous a plu, non? Merci beaucoup à la Baraque en tout cas d'avoir réalisé ce superbe reportage. J'espère qu'il vous a fait vous a permis un peu d'imaginer à quoi peut ressembler la vie de déficients visuels et plus particulièrement de non-voyants, parce que mine de rien, c'est quand même une vie assez particulière. Donc voilà. Merci à Polo aussi, mon cousin, qui nous a aidé à mixer l'audio du reportage et grâce à qui on a pu intégrer de façon optimale l'audio, donc la musique, pardon, qui est du coup composée par notre groupe, donc l'Asdid, et intégrer aussi la sublime voix de Justine qui nous a fait une audio description de folie. Donc un grand merci à elle, parce que c'est un outil qui est indispensable pour nous, très utile, voire indispensable. Mais le problème, c'est que c'est un outil qui est beaucoup trop peu utilisé dans les contenus audiovisuels de nos jours. Et quand on regarde la télé, quand on est sur Netflix, il y a malheureusement beaucoup trop peu de contenu qui est audio décrit. Donc c'est bien dommage.
Par contre, je ne remercie pas du tout Thierry Saunier, que vous avez pu voir dans le reportage. C'est le maître d'armes du coup du club d'escrime, que vous avez entendu en interview dans son bureau. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a quand même divulgué ma botte secrète, à savoir la touche au pied. Donc bon, moi, je compte sur vous. Tout ce qui se passe ici reste ici. Donc surtout si vous avez des proches que je risque de rencontrer en compétition. Bon, donc restez discret, ne parlez pas trop de la touche au pied. C'est mon seul outil qui me permet de gagner, donc je compte sur vous. Ben voilà. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. Pour les gens qui nous suivent sur Twitch, le chat est fait pour ça, donc vous pouvez poser vos questions dans le chat. Quelqu'un s'occupera de me les lire et puis j'y répondrai. Donc je vous écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Ah, je vous écoute. Mhm. Oui. Pour le trajet. Ça dépend vachement des trajets. Il y a des trajets qui sont un peu plus compliqués que d'autres. Ceux qui impliquent un voyage en transport en commun sont en général un peu plus faciles parce que quand on monte dans le métro, quand on monte dans le tram, on monte dedans, on attend et puis on redescend. Donc c'est moins compliqué que des trajets qui se font totalement à pied. Mais en général, je sais pas, Audrey, entre une cinquaine, on va dire. Il faut environ 5 trajets, je pense, pour l'engranger, pardon, et pour pouvoir être à l'aise dessus. Même si au bout de 5 trajets, je suis toujours un petit peu stressé à chaque fois que je sors, etc. Mais donc 5 trajets accompagnés, puis quelques trajets où je suis pas encore à l'aise seul. Et voilà, mais en tout cas, ce qui me bloquait au début et ce qui a évolué, c'est qu'avant, je n'osais pas du tout faire des trajets seuls. Et le problème, c'est que quand on ne fait pas de trajet seul, et ben, on s'oppose pas à ce qui peut nous arriver quand on sera seul. Donc du coup, le moment où on est seul, et ben, on est tout perdu. Et du coup, là, ça fait quelques temps que je me force à faire les trajets seuls. Et je me rends compte que quand je m'y force, c'est plus facile et je suis plus à l'aise. Et avec l'expérience, maintenant, à force d'avoir appris des trajets, maintenant je commence à être à l'aise de plus en plus vite. Donc voilà. D'autres questions? Je vous écoute. Ah, très bonne question. Moi, mon coloc a un chien. Et le problème, c'est que c'est un animal, donc il faut s'en occuper très souvent. Et moi, quand je vois, lui, par exemple, le soir, quand je vais me coucher à 22h30, 23h, lui, il est obligé de sortir son chien. Le matin, quand il se réveille, il donne à manger à son chien, puis il déjeune. Quand il y a des grosses journées de cours, parce qu'il nous arrive en cours de faire 8h midi, 13h, 19h, par exemple. Et lui, entre midi et 2, il est obligé de sortir son chien et manger en deuxième intention. Donc voilà, il faut s'en occuper, donc c'est assez compliqué. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles j'en prends pas un pour l'instant. Mais pourquoi pas dans les années à venir. Voilà. Parce que je vois que c'est hyper utile quand je vois mon coloc se déplacer avec son chien, il est totalement autonome, quoi. Il peut aller à des endroits qu'il ne connaît pas, des endroits que personne ne connaît, et il est autonome, donc c'est génial. Donc j'y réfléchis, on verra. Mais pas pour l'instant en tout cas. D'autres questions? Ah oui, exact, oui, c'est vrai, Rango, ouais, ça me dit quelque chose. Il y a un pote à moi qui l'a, oui. Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Mhm. Ouais. Avant le chien, une alternative moins... effectivement, ouais. C'est vrai que tous ces outils-là, c'est hyper utile. Je me tâte beaucoup plus à acheter ce genre d'outils qu'à faire appel à un chien. Mais c'est ça exactement, ouais. Donc effectivement, pourquoi pas investir aussi. Même si ça coûte très cher, après même si ça peut être remboursé dans une certaine mesure. C'est ça, ouais. Mais les outils pour déficients visuels sont en général très onéreux.
Effectivement, ouais, c'est vrai. Très très bonne initiative. D'autres questions? Oui. Où ça? Oui. Hmm. Hmm. Bah, du coup, comme on a pu entendre là dans le reportage, au tout début du reportage, il y a un moment où je traverse une rue et on entend un feu sonore qui fait et bah ça c'est du coup moi quand je m'approche d'un passage piéton, donc comme je connais mes trajets par cœur, je sais à peu près où sont mes passages piétons. Et du coup quand je me rapproche d'un passage, j'appuie sur une petite télécommande que j'ai dans ma poche qui active le feu sonore. Quand il est rouge, il dit rouge piéton avec le nom de la rue. Et quand il est vert, il fait le petit bruit là, le ping, ping, voilà. Et du coup, quand il est vert, ben, je traverse. Pour m'orienter, je vois quand il y a des voitures qui passent devant moi, je les écoute et en fonction du bruit qu'elles font, j'arrive à m'orienter, à savoir si elles sont plus dans... si je suis pas bien parallèle à elles. Et donc voilà. Et je voulais dire un autre truc. Mais voilà, et sinon, quand il n'y a pas de feu sonore, ce qui arrive souvent dans certaines petites villes ou quoi, on a des techniques d'analyse de carrefour. Et souvent, il y a l'un des types de carrefours les plus fréquents, c'est ce qu'on appelle nous les traversées en parallèle. Donc ça veut dire qu'on va traverser en même temps que la rue parallèle à notre direction. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais dans un carrefour, ça fait une croix. Nous, on traverse une rue, et du coup, on va traverser en même temps que les voitures de la rue qui roulent, voilà, qui vont dans la même direction que nous. Et du coup, ça nous permet, quand on démarre en même temps que les voitures, eh ben, on peut les suivre en parallèle et on est sûr de traverser la rue sans se faire écraser. Normalement, s'il n'y a personne qui grille le feu, on devrait être en sécurité. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Exactement, ouais. Ouais, c'est compliqué, c'est vrai. Il y a quand même un petit zzzz qui s'entend, mais c'est tellement faible que... Et à l'inverse, les voitures thermiques, moi je sais, dans ma rue, j'habite sur un grand boulevard à Lyon, et avec des bâtiments assez hauts de part et d'autre. Et le problème, c'est que quand il y a des grosses motos, des voitures qui font beaucoup de bruit, et qui démarrent, et que le son est répercuté sur les murs des immeubles, ça fait un boucan insupportable, et du coup, on n'entend plus rien. Donc entre les voitures électriques qu'on n'entend pas et les voitures qui font trop de bruit qu'on entend trop, il s'agirait peut-être de trouver un petit entre-deux, quoi. Oh, les trottes. Oh, n'en parlons pas. Je préfère pas en parler. Non, mais les trottinettes, pour les voyants, c'est trop bien parce que c'est la liberté absolue. Mais pour nous, c'est problématique parce que souvent, les gens, ils font pas attention. Souvent, ils roulent vite. Et le truc le plus embêtant pour nous, c'est qu'ils les posent vraiment n'importe où. En tout cas, à Lyon, ils posent leur trottinette en plein milieu de la rue. Ils les posent sur les passages piétons. Donc c'est un peu relou. Donc moi souvent j'ai pas trop de pitié, je la fais tomber, et puis quand je tape dedans elle tombe et puis tant pis pour elle, quoi. Donc voilà. Mais ouais, c'est un calvaire, Oui. C'est vrai. Bah moi j'ai eu de la chance parce que du coup ma première année à Lyon, qui a été l'année 2018-2019, j'ai été accueilli par une famille d'accueil à Lyon du coup, une famille qui connaissait bien la déficience visuelle parce qu'ils ont des filles déficientes visuelles. Et du coup j'ai été accueilli dans cette famille, donc j'ai eu l'avantage de pouvoir me consacrer pleinement à ma vie universitaire et de pouvoir mettre un petit peu de côté la vie personnelle, de tout ce qui était faire le manger, faire le ménage, toutes ces choses-là, c'était ma famille d'accueil qui s'en occupait. Donc voilà, ça m'a fait la première transition. Et puis au bout d'un an, je me suis dit, bon, bah, maintenant que l'université, je sais à quoi m'attendre, je sais à quoi ça va ressembler. Je me suis dit, bah, je vais me rajouter une étape de plus. Et la prochaine étape, ça va être d'habiter seul. Donc j'ai habité 1 an, 2 ans. J'ai habité 2 ans dans un appartement tout seul. Et là, du coup, en plus du point de vue universitaire, j'ai rajouté le point de vue quotidien, donc qui était faire le ménage, faire à manger, faire des courses, patati patata. Et du coup, voilà. Et maintenant, je me suis mis en coloc avec un copain à moi. Parce qu'avant, du coup, mon appartement, il était juste à côté de la fac, donc j'avais pas de trajet à gérer. Et puis là, encore nouvelle étape, j'ai emménagé avec un copain à moi. Et notre appartement est un peu plus loin de la fac.
Donc maintenant, je dois prendre le métro forcément pour y aller. Donc ça me fait une étape en plus. Donc c'est comme ça, étape par étape, en fait, je facilite la transition, étape par étape. Voilà. D'autres questions? Oui. Ouais. Bien sûr que c'est réaliste. Ouais, bien sûr, ouais. Je me rappelle qu'on avait fait avec mon père et toute une équipe de cyclistes d'Autun. On avait fait une course qui s'appelle les 24 heures de l'INSA. Et le but, en fait, c'est qu'il y a un parcours qui fait 5 km, je crois, quelque chose comme ça. Et le but, c'est de tourner en boucle sur ce parcours pendant 24 heures. Et on fait des relais, du coup, par équipe. Et du coup, on l'avait fait avec mon père. On avait fait en tandem. On avait roulé 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et puis voilà. S'il a une bonne condition physique, ça va être top. Et puis même s'il n'a pas une excellente condition physique, dans tous les cas, après, vous pouvez faire des pauses, dans tous les cas, etc. Mais oui, au pire, ouais. Au pire, carrément, ouais. Mais le tandem, c'est pas très très compliqué à appréhender, c'est pas très différent du vélo. Il faut quand même quelques minutes pour s'entraîner, d'adaptation exactement pour s'entraîner avant. Mais en soi, c'est pas très compliqué. Et puis moi je sais, le fait de monter sur un vélo, d'avoir le vent, d'entendre le paysage et de défiler, c'est top. Donc je pense qu'il va adorer. Je vous conseille de réaliser ça. Ah bah oui, aucun souci non plus, hein. Aucun souci. Oui, par contre, pour les personnes amputées, j'en ai aucune idée, mais je sais qu'un copain à moi est en équipe de France et champion paralympique de cyclisme. Et dans l'équipe de France de cyclisme, il y a un peu tout type de handicap, dont des personnes amputées qui pédalent sans aucun problème et qui font des performances formidables. Donc voilà. Tout est possible. Surtout le cyclisme, c'est un sport qui est assez accessible pour beaucoup d'handicaps différents. Donc, aucun problème, je pense, pour ça. Voilà. Beaucoup de choses sont difficiles, mais rien n'est impossible, je pense. Ouais. Il y a beaucoup d'adaptations dans tous les sens qui sont possibles. Et même si les adaptations peuvent être très importantes, dans tous les cas, je pense qu'il n'y a pas... Oui, à part conduire, effectivement. C'est vrai qu'il vaut mieux peut-être éviter de conduire, hein. C'est peut-être pas une super bonne idée, mais à part, c'est vrai que des petites choses comme ça, il y a beaucoup de choses qui sont accessibilisables et dont on peut trouver des solutions pour contourner la chose. Et puis, ouais, à part la conduite, c'est vrai qu'il y a quand même quelques autres choses qui sont inaccessibles, mais après, on peut les mettre de côté. C'est peut-être pas forcément les choses les plus importantes. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je le vois. S'il y a des choses qui sont assez inaccessibles, et ben je l'oublie, je le mets de côté, et puis je fais tout ce que je peux faire, en gros. Et ben carrément, c'est à la journaliste du JSL, quoi, je crois que j'en parlais de l'article qui est sorti ce matin. Et effectivement, non, je pense pas avoir fait autant de choses, parce que là, le truc que j'aurais pas eu si je voyais, c'est d'oser. Là, j'ose beaucoup de trucs, comme je disais dans le reportage, à me dire, si j'y arrive pas, de toute façon, j'ai une excuse. Et en ce sens, je teste beaucoup de choses, un peu dans tous les sens, et puis je me dis, de toute façon, la vie, on est fait pour vivre, hein, donc autant tester des expériences et puis voir. Hein. Il y a beaucoup de choses que je fais que j'y arrive pas, mais voilà, ouais, je teste et puis on verra. Et effectivement, peut-être que si j'avais vu, j'aurais eu une vie plus banale, entre guillemets, et peut-être un petit peu plus casanière, peut-être. Je sais pas, vu que je peux pas savoir, mais je pense que je ferais moins de trucs, quand même. Ouais. D'autres questions? Non? Ouais, là-haut. Du coup, moi j'ai un iPhone et un Mac. Donc l'avantage de tout l'environnement Apple, c'est que, comme vous avez pu entendre dans le reportage, mon téléphone il parle. Mon téléphone et mon ordinateur parlent. Ils ont une synthèse vocale qui s'appelle VoiceOver. Et du coup, le but, c'est que tout ce qui est écrit à l'écran ou tout ce que je lui demande de me lire, il me le lit. Donc on a des raccourcis clavier sur l'ordi, des raccourcis tactiles avec le téléphone. Et à partir de ça, on peut à peu près faire un peu tout et n'importe quoi. On peut sur YouTube, sur Facebook, sur n'importe WhatsApp. Je
peux faire un petit peu tout ce que je veux. Donc ça, c'est formidable. Apple, ils sont très très forts pour ça, parce qu'ils développent des moyens dans l'accessibilité qui sont assez monstrueux. Et du coup, c'est génial. Donc on peut enregistrer, là comme vous avez pu voir dans ma chambre, on enregistre des maquettes de morceaux avec Audrey dans ma chambre, parce qu'il y a un logiciel de musique qui est lui aussi accessible, développé par Apple aussi. Donc voilà, on peut faire plein de choses grâce à la technologie. Ouais. J'ai appris le braille, oui, effectivement, quand je suis sorti de l'hôpital, dans les premiers mois, quand je parlais de rééducation tout à l'heure, il y avait la rééducation du coup physique et l'éducation à la vie de non-voyant, parce que c'est quand même assez particulier. Et effectivement, j'ai appris le braille, que j'ai un peu délaissé maintenant. Donc, je connais mon alphabet. Donc, pour lire des mots, ça va. Pour lire des textes entiers, Audrey pourra prendre note, c'est un peu plus compliqué. Mais je l'utilise juste pour décrire des petites étiquettes. Et l'avantage, c'est que grâce à la technologie, maintenant, c'est plus trop indispensable. Le braille est moins indispensable qu'il l'était fut un temps. Et voilà, j'ai les bases nécessaires à la base des bases, quoi. Mais je vois à côté, j'ai des copains qui sont non-voyants depuis beaucoup plus longtemps que moi, qui maîtrisent le braille. Et eux, c'est assez formidable l'aisance qu'ils ont avec le braille. Et ils lisent aussi vite le braille que vous, voyants, lisez le noir, quoi. Donc voilà. D'autres questions? Non? Bon, bah parfait. On va pouvoir... Ah, je vous écoute. Bonne question. En fait, moi, en réalité, des fois, j'oublie qu'il est non-voyant. Parce que, comme vous pouvez voir, il fait tout comme vous et moi. Et en fait, je pense que la plus grosse adaptation que j'ai dû faire, c'est d'apprendre à le guider dans la rue. Donc souvent, il s'accroche à mon épaule et je dois être plus vigilante sur quand il y a des trottoirs ou des escaliers pour le prévenir. Mais après, en soi, dans la vie, ça se passe comme ça se pourrait se passer avec quelqu'un de voyant. Il n'y a pas énormément d'adaptation. Des fois, il me demande des choses que je dois lui décrire, mais en soi, ça ne me demande pas un grand travail supplémentaire. Donc voilà, ouais, Max, je dirais qu'il est un peu comme tout le monde finalement, parce que vraiment, des fois, ça m'arrive d'oublier qu'il voit pas. Il voit pas. Y a parfois où il m'a dit là il faudrait que tu me dises cette chose-là ou que tu me préviennes. En fait, c'est lui en fait qui m'a appris comment le guider, qui m'a dit de quoi il avait besoin pour s'orienter. Et après, j'ai intégré ce qu'il voulait que je lui dise pour qu'il puisse se déplacer facilement. Et après, c'est venu assez naturellement. Du coup, comme vous avez pu le voir on va passer à la suite, du coup, s'il n'y a plus de questions. Comme vous avez pu le voir dans le reportage, je fais partie d'un groupe qui s'appelle SDID ou SDID ou SDID, comme vous voulez. Et du coup, ce groupe, je l'ai avec deux de mes cousins. Et le 15 avril dernier, on a sorti un album sur lequel nous, on s'est occupé de composer les parties instrumentales. Et on a invité des rappeurs et des chanteurs à mettre en valeur nos parties instrumentales avec leur voix. Et donc ce projet de 8 titres se termine par un morceau qui s'appelle Stitches, dont le chanteur Arona a chanté dessus. Et on a réalisé un clip dans un endroit que vous connaissez fort probablement pour les creusotins et creusotines. Et ouais. Et du coup, vous allez pouvoir découvrir cet endroit mis en valeur par la musique de notre composition. Donc c'est Stitches avec Arona. Bon visionnage.
All the love that's been caught in is probably coming out someday. Took a ride to the wrong end. Are you ever coming back? A car player gone somewhere else. To my sister and my lover. You know that I won't leave this to some pocket out of time, yeah. I was simply stacking on my vision tired. Not away, gone down, fighting the siren. When you let go, all the people missing up inside are drawing me away that I can walk right by. Taking back, I don't ever bitter and sweet. Rolling all my thoughts, oh, sipping a shot, 'cause I'm like, fixing all the stitches, crossing all the fixing the stitches, an open one in my heart. I got so much I can say, I got phone bars I can lay, like I'm stuck inside a mason. Fly above bottles, I can see the side that I aim for. Yeah, I'm just moving on, moving on. All my brothers know that I've been moving on. I'm just moving on, moving on. All my brothers know that I've been moving on. Light away, calm down, fighting the siren. When you let go, all the people missing up inside are drawing me away that I can walk right by. Taking back, I don't ever bitter and sweet. Rolling all my thoughts, oh, sipping a shot, 'cause I'm like, fixing all the stitches, crossing all the I don't not be on time upon a cliff, I'll take my time. Waiting for a sign, I'm a man of my desire. So put the money in the bag. Sorry, I've been long gone, baby. Open letters when I'm long gone. Took a ride to the right end. Am I ever coming back? All the love that's been caught in is probably coming out someday. Took a ride to the wrong end. Are you ever coming back? WAP 2 Crazy Créa. Vu aujourd'hui à 11:12. Message vocal. Bouton. Salut mec, encore merci pour le clip, il est vraiment magnifique, hein, et je crois bien que le public creusotin l'a validé aussi, donc c'est parfait. Trop hâte en tout cas qu'il soit dispo dès ce soir à 19h sur YouTube pour que tout le monde puisse en profiter et puis partager autour de soi. Voilà, encore merci et à plus. Écoute le dernier album de SDID et Audrey Verret sur Spotify ou Apple Music. J'ai un goût de bonheur sur un coin de mon cœur et
juste au fond de moi le timbre de ta voix. J'ai au bout de mes doigts des empreintes de toi. Et juste au coin des yeux, ton sourire délicieux. Réveille-moi en douceur, apprends-moi ta danse. Attache-moi sur ton cœur, sois ma plus belle chance. Éveille-moi au bonheur, sois mon évidence. Mon évidence, mon évidence. J'ai dans tous les sous-bois un chemin jusqu'à toi. Et une brise fine qui me chante ton hymne. Tu es mon univers et le bleu de mes mers. Tu es toute la lumière et tant d'autres mystères. Réveille-moi en douceur, apprends-moi ta danse. Attache-moi sur ton cœur, sois ma plus belle chance. Éveille-moi au bonheur, sois mon évidence. Mon évidence. Réveille-moi en douceur, apprends-moi ta danse. Attache-moi sur ton cœur, sois ma plus belle chance. Éveille-moi au bonheur, sois mon évidence. Mon évidence, mon évidence. Réveille-moi en douceur, apprends-moi ta danse. Attache-moi sur ton cœur, sois ma plus belle chance. Éveille-moi au bonheur, sois mon évidence. Mon évidence, mon évidence. Réveille-moi en douceur, apprends-moi ta danse. Attache-moi sur ton cœur, sois ma plus belle chance. Éveille-moi au bonheur, sois mon évidence. Mon évidence, mon évidence. Merci. Nothing could be more true. That our hearts side by side, they're on that soft sand. You grow feelings and flowers. The sky tends to our romance. A pretty blue cover, rocked by this clear water, and just a kiss to fly away. Now I know what is love and what is magic. I drew you when I was a child. Now I know the reason and call over my steps. I saw it in your soul's light. Now I know I can't swim in the ocean of life the way you love me. The way you love me, lift me up. No, I know you'll be the best for my heart.
dreamt of you when I was a child. Nothing could be sweeter. We don't need to make a plan. You know my kingdom is you. I breastfeed with you. So look at this huge wave. You know you take me higher with the softness of your skin, and just a kiss to fly away. Now I know what is love and hold is magic. I drew you when I was a child. Now I know the reason and call of all my steps. I saw in your soul's light. No, I know I can't swim in the ocean of life the way you love me. The way you love me lifts me up. No, I know you'll be the best for my heart. I dreamt of you when I was a child. Nothing could be sweeter. Let's just enjoy every day. Please play me your melody. Oh, it looks like a bath. The taste of sugar and infinity. Listen to our crazy hearts. When the winds come to sound our lips, just a kiss to fly away. Merci. El verano se acaba, pero yo necesito sentir sus momentos una vez más. Los días calientes bajo el sol contigo, contigo mi amor. Vamos bebé, déjame estar a tu lado. Mis sentimientos se están quitando. En el verano tan especial fue un momento que nunca olvidaré. Acércate ahora, mi amor. Déjame sentir tu calor. Tú estás en mi corazón. Déjame sentir tu calor. Baila conmigo, mi amor. Este verano tú y yo. Este nunca terminará. Baila conmigo, mi corazón. Siente el final, el verano se acaba. Lo haremos adelante, porque la vida se mueve adelante. Siente el final, el verano se acaba.
favor, baila conmigo, mi amor. Este verano tú y yo, este nunca terminará. Baila conmigo, mi corazón. Baila conmigo, mi corazón. Le feu qui dévore la terre nous chasse de nos foyers. Les cendres retombent et mon âme s'embrase. On regrette les forêts que l'on rase. On lui coupe paralytique, la terre s'en fout des dégradés. On sait ce qu'elle kiffe mais on préfère la dégrader. Monsieur l'arbre gêne ma route, alors je coupe sans détour. Je ne pense pas que ça le gêne comme il ne crie pas au secours. Quand les lits des rivières deviendront nos misères, quand les nids des oiseaux deviendront leur tombeau, où sera la lumière? Quand seulement l'orage est proche, finalement on agit. Quand seulement c'est trop tard, on s'enfuit. D'abord le vent nous surprend, puis la pluie. Les branches qui filent au-dessus, au-dessus de nos têtes. Là tu comprends, ce n'est plus la fête. Dans ton cerveau c'est enfin la tempête. Quand les lits des rivières nourriront leur misère, quand les nids des oiseaux deviendront leur tombeau, où sera la lumière? Quand les lits des rivières deviendront nos misères, quand les nids des oiseaux deviendront leur tombeau, où sera la lumière? Merci. Je sors mes notes. Donc le spectacle touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié le contenu de tout ce que vous avez vu, le clip, le reportage, notre petit concert. On espère aussi que vous allez pouvoir partager autour de vous ce que vous avez vu ce soir, notamment le clip qui vient de sortir en avant-première que vous avez vu ici. Disponible dès ce soir à 19h sur YouTube pour le clip. Et concernant le reportage de la baraque, il sera bientôt disponible sur leur site internet, donc www.labaraquetv.fr si je dis pas de bêtises, dès qu'on l'aura envoyé, tout simplement. Vous pouvez scanner ce petit QR code. Dessus, vous avez tout. Vous pouvez retrouver nos Instagram. Vous pouvez retrouver notre album sur les plateformes de streaming. Et vous pouvez aussi en savoir plus sur les associations Coup de pouce et Traces de vie pour lesquelles on fait le spectacle aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez en entendre un petit peu plus de nous,
On sera en concert au Grimoire, le nouveau bar là, de 78 rue Foch, au Creusot bien sûr. On y sera du coup samedi prochain, le 2 juillet à partir de 20h, où on jouera les compositions, donc les morceaux que vous avez entendus dès maintenant, et quelques autres reprises de notre catalogue. Voilà, donc si vous aimez Vianney, Ed Sheeran, The Weeknd, Dépêche Mode aussi, Johnny, vous pouvez venir avec plaisir, on sera content de vous voir là-bas. Et donc aujourd'hui, on vous propose sur la table, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour financer notre prochain album, vous pouvez acheter celui-ci. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas non plus à donner un petit quelque chose aux deux associations présentées pendant le reportage. Du coup, il y a une petite urne qui est prévue à cet effet juste à côté. Du coup, pour petit rappel, les deux assos, c'est l'asso Coup de pouce déjà, qui est une association dijonnaise qui vient en aide aux enfants atteints de cancer en Bourgogne, et l'association Traces de vie, qui suit des gens en soins palliatifs, des patients gravement malades et plus globalement en fin de vie. Et si vous n'avez pas encore votre exemplaire du livre Jamais 309, vous pouvez le trouver aussi ici en vente, ou aller à la librairie Plein Ciel du Creusot, ils en ont aussi des disponibles là-bas, et ça ferme à 18h30. Exactement. N'hésitez pas à les faire tourner. Hein. Donc, en tout cas, Attends, laisse-moi parler un petit peu quand même. Ouais. Dans tous les cas, le livre est disponible et est réservé pour les déficients visuels. Il est disponible en audio, donc en version audio, et il est gratuit sur le site de la Bibliothèque sonore de Lyon, donc qui appartient à l'association des donneurs de voix. Donc s'il y a des déficients visuels dans la salle, n'hésitez pas en audio sur le site de la Bibliothèque sonore de Lyon. Donc enfin, merci à tous d'être venus. Et on va passer un petit peu aux remerciements parce qu'on a beaucoup de personnes à remercier. Donc on va commencer par remercier... Pardon ? Par vous, le public. On va commencer par remercier Caroline. Elle nous a aidé à faire des super affiches, toutes les affiches que vous avez vues Elle dans ne maîtrise la rue. pas son texte, je suis désolé, c'était pas ça qui était prévu. Mais ouais, du coup, merci beaucoup à Caro de nous avoir fait des affiches de folie qui sont trop belles. Donc un grand merci à elle. Merci, du coup, on devait commencer par ça. Merci à vous d'être venu et merci de votre... Si, je l'ai dit, non ? Non, t'as pas dit merci de votre curiosité, patati patata. Ah, j'ai oublié. Donc merci de votre curiosité, merci de vouloir en savoir plus sur notre vie, la vie de déficients visuels. C'est grâce à vous que notre vie sera meilleure, qu'on se sentira un petit peu mieux compris. Donc merci d'être venu, d'avoir eu l'esprit assez ouvert pour venir et puis pour découvrir tout ça. Bon, alors je la refais. Merci à Caroline. Merci Caro. Ensuite, on va remercier Denis, Mignang et Denis de la médiathèque, ainsi qu'à Corinne pour toute la logistique du spectacle. L'organisation, tout ce qui gravite autour du spectacle. Merci à eux quatre. Merci à Axel d'avoir fait une super introduction. Ah ouais, l'introduction que vous avez entendue au début, c'est lui qui nous l'a dite, qui nous l'a décrite, qui nous l'a contée. Voilà. Donc merci à lui, un grand merci à Merci Axel. à Justine. Pour son audio description du tonnerre, son audio description exceptionnelle, donc voilà, merci à elle. Et enfin, merci à la ville du Creusot et à la médiathèque. De nous accueillir ici, de nous permettre d'avoir accès à un lieu aussi bien équipé, aussi confortable, avec des gens aussi à l'écoute, aussi sympas. Et voilà, merci de leur soutien aussi dans l'organisation et la réalisation de ce spectacle. Donc je pense qu'on peut applaudir tout ce petit monde une dernière fois. Merci à vous. Donc merci d'être venu. Cette fois, je le répète pour être sûr. Voilà, c'est la fin du spectacle. On espère que ça vous a plu. Et du coup, on laisse en vente les livres, les CD et une petite urne pour faire des dons. Bonne fin d'après-midi et à bientôt.